mentionné, on va dire. Le deuxième, c'est que le conteneur est en principe une unité sûre, puisqu'il y a une boîte qui protège la marchandise. Voilà. Donc ces deux éléments ont fait que les conteneurs se sont d'autant plus développés dans le monde que jusqu'à une période récente, les gens ont joué le jeu de la standardisation. Et donc, on a des conteneurs essentiellement de 20 pieds, de 40 pieds. Alors, il y a aussi des 45 pieds et des 53 pieds aux États-Unis, des 30 pieds pour les Belges, enfin pour la chimie. Mais bon, voilà, il y a peu de conteneurs. Ils sont tous très interchangeables, ce qui rend évidemment leur utilité intéressante. La deuxième chose, c'est que la plupart de ces conteneurs, aujourd'hui, sont fabriqués en Chine. Il y a 2 grands constructeurs de conteneurs en Chine, et après quelques très très petits faiseurs, particulièrement de conteneurs spéciaux dans le monde. Donc, la source habituelle de circulation des conteneurs, c'est des conteneurs neufs qui partent de Chine et qui irriguent le marché pour venir alimenter ce besoin régulier en conteneurs. Sachant que le conteneur a une vie d'environ 15 ans en tant qu'unité de transport, et qu'ensuite, il peut avoir une deuxième vie comme lieu de stockage, voire dans certains pays, lieu d'habitation, puisque si vous mettez un 20 pieds sur un 40 pieds, vous avez un duplex avec vue sur la mer. Bon, donc, voilà. Mais tout ça fait que donc, les conteneurs ont une vie relativement longue, souvent une double vie, vie neuve, puis une vie qu'on appelle dernier voyage. Et cette alimentation a suffi au monde pendant une quinzaine d'années, on va dire, finalement. La pandémie arrive. Les usines chinoises de production de conteneurs sont à l'arrêt pour cause de Covid. Bon. Donc, ils arrêtent de produire. Et puis, ils reprennent doucement en 2020 et ils s'aperçoivent que le prix du conteneur, comme c'est un marché, c'est une bourse en quelque sorte, le prix du conteneur double. Donc, ils se disent, plutôt que d'avoir 3,8, on va faire 2,8. Et en faisant moins de conteneurs, on va quand même gagner plus d'argent. C'était pas mal comme aussi. Oui, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Bon. Donc, le nombre de conteneurs qui sont revenus sur le marché était plus faible que celui d'avant, premier point. Deuxième point, dans les ports du monde, et particulièrement les ports américains qui étaient en grève, les ports de la côte ouest américaine qui étaient en grève, et ont vu s'accumuler, avant la pandémie, ont vu s'accumuler avec la pandémie les conteneurs d'entreprises qui ne venaient plus les chercher puisqu'elles étaient elles-mêmes fermées. En Europe, c'était la même chose. Donc, il y a eu une grosse accumulation de conteneurs sur les ports qui s'est traduit au moment où les choses se sont rouvertes, d'abord par une demande extrêmement forte de la consommation. Hein. On l'a vu, en France, on n'a jamais eu une croissance aussi forte qu'en 2021, je crois. Hein. Oui. Ben, voilà. Mais c'est partout pareil. Et donc, une très grosse demande des gens, mais des zones portuaires totalement encombrées. Totalement encombrées, exactement comme un bouchon sur l'autoroute, quoi. Et ce n'est pas parce qu'il y a une demande supplémentaire que les conteneurs sortaient plus vite. Donc, ces conteneurs n'arrivant pas jusqu'à destination dans les pays des acheteurs, ne sont pas repartis en Asie. Donc, du coup, en Asie, entre la moindre production de conteneurs neufs et le moindre retour de conteneurs usuels, il y a eu pénurie de conteneurs. Voilà. Alors, depuis, les choses ont un peu évolué. D'abord parce que les ports sont quand même un peu moins congestionnés, pas tous, mais un bon nombre. Deuxièmement, les constructeurs de conteneurs se sont aperçus qu'ils allaient se créer leur propre concurrence, puisque par exemple les Turcs se sont dit, mais à ce prix-là du conteneur, ça vaut le coup d'en fabriquer nous-mêmes. Et les Chinois, n'ayant pas envie de produire leur propre concurrence, ont décidé de reprendre le boulot comme avant. Donc on a maintenant une production de conteneurs qui revient à la normale. Enfin, en 2020, pour avoir des conteneurs, il fallait attendre 6 mois. Alors qu'avant, c'était entre 3 semaines et 8 semaines. Bon. Là, on est en train de revenir à la normale. Il reste encore des résidus de conteneurs à droite à gauche, parce que certains ports n'ont pas pu les évacuer, et puis parce que cette crise-là s'est ajoutée à une autre crise, qui est permanente, et dont vous entendez parler sans doute aussi assez souvent, c'est la crise des chauffeurs. Il n'y a plus assez de chauffeurs pour conduire tout ce qu'on veut conduire. Alors heureusement, il y a eu le Brexit. Comme ça, il y a un certain nombre de chauffeurs qui travaillaient en Angleterre, au Royaume-Uni, qui sont revenus sur le continent, et c'est tout bénéfice pour nous, mais pour autant, on continue à manquer énormément de chauffeurs. Donc entre le manque de chauffeurs, le manque de containers et l'engorgement dans les ports, il y a eu une période extrêmement difficile.
elle n'est pas réglée. Elle est d'autant moins réglée que, compte tenu des prix actuels des containers, dont va nous parler voilà, Michel, les compagnies maritimes ont prolongé les contrats qu'ils avaient sur les locations. Parce que la moitié des containers dans le monde sont loués. Une moitié appartient aux compagnies maritimes en direct, l'autre moitié est louée à des grands loueurs professionnels, dont la société Twax, qui est une société française, et qui loue plus de 600 000 containers. Et la marge que faisait cette société avec la revente de containers anciens, ben, ils ne la font plus parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de containers d'occasion non plus. Donc il faut que tout ce marché revienne à l'équilibre pour qu'on puisse recommencer à tourner correctement. Voilà pour ce qui est des containers eux-mêmes. Et de leur... Bon, après, il y a d'autres questions qui se posent, évidemment. C'est que les compagnies maritimes ont donc besoin de faire des rotations, plus de rotations, puisque les bateaux tournent moins vite. Je ne peux pas vous dire là dans les semaines qu'on a vécues, mais il y a 3 mois, à Rotterdam, il y avait 3 à 4 jours d'attente pour venir à quai. On n'a jamais vu ça avant. On n'avait jamais vu ça avant. Bon. Aux États-Unis, à New York, enfin pas à New York, pardon, à Los Angeles, le temps d'attente, il était de plusieurs semaines. Alors qu'avant, ça tournait avec un délai d'attente relativement court. Mais quand vos bateaux attendent, ben, ils ne transportent plus. Donc il faut plus de bateaux pour transporter la même quantité de boîtes sur la rotation. Or, le taux de location des bateaux approchait les 99%, donc il y avait seulement 1% des bateaux qui étaient en disponibilité, si on peut dire, sur lequel les gens se sont jetés comme la pauvreté sur le monde, donc ça a été violent. Et ces bateaux ont été affrétés ou achetés d'ailleurs, parce que les compagnies ont souvent acheté ces bateaux à des prix qui sont relativement élevés. Autre problème sous-jacent, c'est que justement le prix de location des navires aujourd'hui est très élevé par rapport à ce qu'il était il y a quelque temps, et donc les armateurs, enfin les détenteurs de bateaux, qui ne sont pas nécessairement les compagnies maritimes qu'on connaît, parce que par exemple CMA ne possède que la moitié de ses navires, mais enfin les grandes compagnies porte-containers ne possèdent guère plus que la moitié de leurs navires. Les autres sont des navires affrétés sur des périodes plus ou moins longues. Mais donc les affréteurs de bateaux, ben, ils ont gardé les bateaux en activité parce que les coûts de location étaient extrêmement rentables, ce qui est logique. Mais du coup, ils ne les ont pas entretenus. Oui. Voilà. Et donc maintenant, engorgement dans les chantiers pour faire entretenir les bateaux, et des bateaux qui ont des pannes assez récurrentes. Voilà. Donc un problème en entraîne un autre, et finalement, ce n'est pas un seul problème qui fait la totalité du business, c'est cette chaîne de transport qui a grippé à cause de ça. Alors ça va revenir, il y a beaucoup de bateaux en commande. Actuellement, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de porte-containers de plus de 25 000 boîtes qui sont en commande. Bon. Donc ça veut dire que d'ici 2 ans, on va trouver beaucoup de bateaux neufs qui vont arriver. Et comme on peut penser qu'il n'y aura pas une augmentation de la demande de cale aussi forte que la demande d'offre de cale, on va sans doute retrouver des prix plus normaux. Ok. Voilà. Alors, je n'ai pas présenté François Soulet de Brugière parce que vous l'avez déjà entendu et vous l'entendrez. Et tout le monde sait qu'en dehors d'être membre du conseil de surveillance d'un grand port, du plus grand port, le plus grand port à Dunkerque, il a été le patron le président de l'Union des ports de France, et donc il connaît très bien cela. Jean-Michel Garcia, lui, est délégué aux transports internationaux à UTF, c'est-à-dire qu'il représente à la fois tout le fret multinodal, donc bien entendu le maritime, mais pas que le maritime. Et justement, c'est une chose dont on oublie de dire que il faut aller de l'usine qui produit, il faut aller au port il faut le charger, le bateau part, et il faut qu'il y ait les moyens de distribuer les produits, et c'est de ça dont il va nous parler, ainsi que du prix, bien sûr.
Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je suis délégué au transport international de l'AUTF. L'AUTF, c'est l'Association des utilisateurs de transport de fret. Donc, en fait, ce sont ce qu'on appelle les chargeurs. Les chargeurs, typiquement, ce sont les industriels, les grands industriels, mais c'est aussi les distributeurs. En fait, c'est toutes les personnes qui possèdent la marchandise. Donc effectivement, nous, au sein de la UTF, on défend les intérêts des chargeurs dans l'utilisation de leur rôle de donneur d'ordre dans le transport. Et quel que soit le type de transport, merci de l'avoir précisé, effectivement, soit en hinterland sur le routier, le fluvial et le ferroviaire, soit à l'international sur les modes aériens et maritimes. Et alors, c'est très intéressant d'avoir vu ça sous cet ensemble, parce qu'on fera un point après le maritime sur la situation actuelle, puisque effectivement on vit encore un nouveau phénomène avec le risque politique et le risque de guerre, donc avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc finalement, pour revenir un petit peu sur la partie maritime, avant de revenir d'aborder ces sujets-là, on nous a parlé des conteneurs. Les conteneurs, effectivement, il y a un manque de conteneurs qu'on a constaté, et qu'on a constaté peut-être de manière un peu plus importante depuis la Covid. Mais finalement, ce manque de conteneurs était quelque chose de récurrent et de permanent. Les conteneurs 20 pieds, les conteneurs reefer, qui sont les conteneurs réfrigérés, les conteneurs qui permettent aux produits pharmaceutiques, aux produits alimentaires d'être transportés. Finalement, il y a toujours eu un manque de certains types de conteneurs et effectivement des questionnements par rapport à ces industries pharmaceutiques, agroalimentaires, de se dire, bon, il manque dans cette chaîne logistique certains types de conteneurs et certains types de branchements dans les ports aussi. Donc il y a une chaîne qui manque. Donc ça, c'est un constat, mais c'est un constat qui existait déjà avant. La crise de la Covid a mis en avant ce phénomène-là. D'abord, un manque d'équipement, certes, mais pas que. En fait, on s'aperçoit qu'avec cette crise de la Covid, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse significative des échanges internationaux. Il y a eu plus de 20% des échanges internationaux qui se sont arrêtés, avec des questionnements et des décisions d'État en État qui étaient à retardement, puisque l'épidémie se déclarait au fur et à mesure, avec des décisions de fermer, de confiner, etc. Des choses qui ont perturbé toutes les économies, mais pas en même temps. Et effectivement, ce qui a créé des vagues, et ce qui a créé des bouchons, des encombrements, etc. Donc, mais effectivement, on se rend bien compte dans ces économies internationales qu'on vit, que finalement, les échanges internationaux, ils sont là, et ils existent, et ils existeront. C'est-à-dire qu'on est tellement interdépendants les uns des autres sur tout ce qui se passe en termes de matières premières, en termes de consommation, etc., que finalement, le transport international existera. Et donc, ça, c'est très important, parce que quand on a conscience que l'échange international est nécessaire, finalement, il faut se poser des réelles questions sur est-ce qu'on est vraiment dépendant ou indépendant. En fait, est-ce qu'on est dépendant de ce transport, ou est-ce qu'on est autonome sur notre survie, etc. Donc il se pose quand même pas mal de questions et beaucoup de réflexions politiques sur les industries. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réindustrialise ? Alors bien sûr, toutes les idées sont ouvertes. Toutes les industries se sont posées des questions sur aujourd'hui on
on est dépendant de certaines choses. Comment est-ce qu'on fait pour être indépendant? Comment est-ce qu'on fait pour qu'en France, ça se passe mieux, etc. Donc tout ça, ce sont des questions qui restent, qui sont de plus en plus dans les réflexions stratégiques des entreprises. Mais quoi qu'il arrive, même si on décide de faire venir certains flux à court terme, moyen terme, long terme, finalement, tout ne reviendra pas forcément en France. Et il faut aussi se poser, il faut être conscient de quelque chose, c'est qu'on n'est plus dans des marchés nationaux aujourd'hui. Avant, on faisait du commerce pour la France au niveau français. Maintenant, une entreprise française, elle est présente en France, mais elle est présente dans tous les pays. Et elle est présente dans tous les pays, elle produit dans tous les pays, mais elle échange, elle produit certains produits qu'elle fait revenir, etc. Donc, le commerce international existe quoi qu'il arrive. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit, et de savoir effectivement qu'il y avait déjà des problématiques qui existaient, qui existeront encore sur le matériel. Maintenant, sur les éléments qu'on peut apporter en plus sur l'augmentation de ces coûts, puisque effectivement, là on a parlé du coût du conteneur, la boîte en elle-même, en termes d'achat sur un conteneur. Maintenant, quand on est un chargeur, on achète un transport. On achète un transport d'un point A à un point B. Avant 2019, sur une ligne Asie-Europe, on était à un coût du conteneur, alors François, si je me trompe, il faut me corriger, on était sur quelque chose qui avoisinait $1 500, entre 1500 et 2000 $. Aujourd'hui, sur cette même ligne, on est plutôt à 15 20 000 dollars du conteneur. Et donc, il y a eu effectivement sur certaines lignes, et je ne dis pas toutes, des augmentations tarifaires assez importantes, dues à beaucoup de choses, dues à la rareté finalement de la disponibilité de l'emplacement sur les compagnies maritimes. Et cette rareté, elle était due à quoi? Aux conteneurs, certes, possiblement, mais pas que. En fait, on s'est aperçu, comme François l'a très bien dit tout à l'heure, qu'il y a eu des engorgements dans certains ports, parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu une consommation qui ne s'est pas faite localement, une rétention de certaines marchandises, et des échanges qui ne se sont pas faits. Et donc, il y a eu effectivement des engorgements dans certains ports, des équipements qui ne voyageaient pas comme il le fallait. Il y a eu aussi des événements comme le canal de Suez. Donc, rappelons aussi qu'effectivement, c'est des événements qui perturbent les échanges internationaux. Et donc, on s'est aperçu aussi que les compagnies maritimes, quelque part, prenaient un petit peu la main pour aussi récupérer un petit peu de fréquence dans les approvisionnements, sauter des ports ou enlever des services, alors éviter de faire des escales à certains endroits, soit à court terme, soit à long terme, etc., pour finalement essayer de récupérer un petit peu le flux de conteneurs. Tout ça, bien sûr, eh bien, le fait de ne pas servir un port, le fait d'aller sur un autre port où c'est encombré, ben tout ça, ça paralyse un petit peu, ça enlève de la capacité dans les navires. Donc, et c'est ça aussi qui crée la rareté. S'il n'y a pas de capacité, il y a de la rareté, et s'il y a de la rareté, les prix augmentent. Donc en fait, c'est très simple. Hein, si on refait un petit peu tout ce qui s'est passé, eh bien, on s'aperçoit que effectivement, il y a des échanges internationaux qui sont nécessaires. Si on regarde un petit peu les volumes, on a renoué avec les volumes qui étaient pratiqués avant 2019 assez rapidement. Et finalement, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même une rareté, mais une rareté qui est due à un niveau de service qui est relativement bas, qui n'a jamais été aussi bas que ça, puisque même un petit peu avant la crise, on n'était pas forcément extraordinaire
en termes de services en transport de marchandises en maritime. Mais alors là, effectivement, on est passé à des niveaux qui avoisinent les 30%, ce qui sont effectivement des niveaux qui sont relativement bas. Oui. Alors, il y a eu la crise ukrainienne. Quelles sont les conséquences? Parce qu'il n'y a pas que la crise ukrainienne. On sait que les routes de la soie, maintenant, ça va être un peu plus difficile. Donc, quel est, François, l'avenir? Alors, il faut segmenter les marchés, parce que les réponses ne sont pas les mêmes sur tous les marchés. Si prenons les routes de la soie, alors on en parle beaucoup, c'est vrai, n'empêche que ça ne représente qu'à peine 2% des trafics entre l'Asie et l'Europe. Et que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'augmentée forte des prix du transport maritime, les containers qui passaient sur les routes de la soie étaient en concurrence avec l'avion et pas avec le bateau. Et pas avec le bateau. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les routes de la soie, le transsibérien, parce que les routes de la soie, il y en a plusieurs, mais le transsibérien qui était la plus fréquentée est totalement à l'arrêt. Elle est à l'arrêt d'ailleurs pas parce qu'il est interdit de la prendre, mais parce que les chargeurs considèrent que les risques sont trop importants de voir tout d'un coup un blocage, soit des Russes qui vont dire on garde la marchandise en attendant que vous nous rendiez le reste, ou soit les autres qui vont dire ça ne peut plus passer. Donc les routes de la soie, pour l'instant, on les oublie. Les routes du Nord, puisqu'on en parlait hier, c'est pareil, c'est quelques centaines de bateaux qui sont passés sur un an, et donc ça représente un pourcentage encore plus faible. On est à 0,3% des marchandises qui sont passées par là. Donc ce n'est pas des gros impacts sur le transport maritime. Là où il y a plus d'impact, c'est évidemment le fait que le pétrole en a profité pour augmenter, et vous voyez, il a augmenté, puis maintenant il recommence à baisser. Mais enfin on voit bien qu'on est sur des tendances on est sur une bourse, on n'est pas du tout sur un prix de production. Donc ça va jouer. Il y a un autre élément qui n'est pas négligeable, c'est que sur les bateaux de commerce qui sont utilisés, en particulier sur les routes est-ouest, il y a beaucoup de marins ukrainiens et russes. Il n'est pas rare de voir des bateaux dans lesquels le capitaine est ukrainien. Il y a beaucoup de capitaines ukrainiens. Mais il y a des marins russes. Alors comment ça va se passer entre les deux? C'est pas simple comme réponse. Et en plus, ils ne peuvent pas retourner chez eux. Donc il est possible aussi qu'on ait un manque de marins sur les bateaux qui viendra de ce phénomène-là, russo-ukrainien. Oui, mais tu notais tout à l'heure le problème des chauffeurs. Oui. Alors c'est vrai suite au Brexit, mais il faut voir qu'en France, il y a énormément de chauffeurs routiers qui ont arrêté et qui ont changé de métier. Oui. Donc on est dans une situation où on est obligé d'aller les chercher en Roumanie pour les former. Il y a des bureaux de recrutement français pour des chauffeurs qui sont installés en Pologne et en Roumanie et en Bulgarie aussi. Ça c'est clair. Parce qu'effectivement, on a un manque de chauffeurs important. En ce qui concerne les prix du transport eux-mêmes, il faut bien voir que les prix du transport maritime, de containers, enfin même pour le reste, là aussi on est sur une bourse. Autrement dit, on est sur des prix qui sont totalement décorrélés, à la fois du coût des navires et du coût de l'énergie. On nous raconte, mais moi je peux vous montrer des chiffres, j'ai des chiffres parce que vous n'étiez pas né quand j'ai commencé à bosser, mais j'ai des chiffres. Pas tous, d'accord. Ah bon. Mais quelques-uns. Et donc je peux vous montrer des chiffres quasiment sur 40 ans, et vous verrez que entre le prix du pétrole et le prix du transport, il y a des variations qui sont extrêmement fortes. D'ailleurs, les compagnies, pour essayer de réduire ce prix, ils ont une pratique, c'est que quand ils vous donnent un prix de transport, il y a le prix, et puis il y a les surcharges. Alors, les grandes surcharges, la BAF, bunker, la CAF, Currency Adjustment Factor, et puis tous les ans, ils vous invitent des nouvelles surcharges, ils vous inventent des nouvelles surcharges. C'est le point d'ailleurs que chez nous, on avait créé la Corne d'Or, c'était le prix à la compagnie qui imaginait la surcharge la plus inventive par rapport à ces compagnies. Voilà. Et c'était la Vaseline Cup, on donnait la Corne d'Or. Mais bref, donc pourquoi ils font ça? Parce que quand vous avez un prix de 1000
si vous négociez sur 1000, et que vous pouvez au moins espérer tirer 50 ou 60. Mais si sur le prix de 1000, on vous met 200 pour la BAF, 200 pour la CAF, il ne reste plus que 600 pour le prix à négocier. Eh oui. Donc la négociation, elle est moins forte, enfin, elle est moins facile. Vous voyez. Donc évidemment, les compagnies, ils ont intérêt à segmenter le plus possible en vous disant, non, mais attendez, ça c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Moi, je vous le dis, on peut faire autrement. Toutes les surcharges sont négociables. Vous voyez. Exactement comme les manutentionnaires qui vous disent, mais ça, c'est le prix du port. Il n'y a pas de prix du port. Le prix du port, c'est le prix qu'eux, ils estiment pour le port. Bon. Donc, tout ça, c'est... Mais n'empêche que, surtout, je comprends bien, pour les petits chargeurs, aller négocier les BAF, les CAF, les machins, etc., c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, déjà, on nous réduit ça. Après, les prix de transport, encore une fois, ils ont varié, mais de 0 à 4000. Hein. Moi, j'ai connu sur l'axe Est-Ouest, j'ai connu, alors c'était dans l'axe de l'Ouest, donc de l'Europe vers l'Asie, des prix de transport qui étaient à 0 euros. C'est-à-dire que dans la mesure où vous acceptiez de payer les THC, autrement dit les charges de manutention, le coût du transport était 0. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien à transporter. Et que les compagnies, ça les arrangeait, au moins on payait la manutention pour ramener le conteneur en Asie. Oui, alors là, Voilà. on a cru savoir que la Chine se battait pour exporter un peu moins et augmenter la consommation intérieure. Ouais. Ça veut dire que ça va être un facteur qui va aider à ce que les prix baissent. Ben, les prix ils baissent en fonction de l'offre et de la demande. En ce moment, il y a une demande qui est très forte, hein, puisque on le voit bien depuis 2 ans, les taux d'augmentation de l'activité sont très forts. Mais en même temps, il y a eu une réduction de l'offre de containers, enfin de containers et de cales. Donc forcément, les prix se sont envolés. Après, quand on regarde les marchés, si on prend le marché nord-sud, donc Europe, Afrique par exemple, ou Afrique-Europe, les prix, ils n'ont pas beaucoup augmenté. Ils étaient très élevés, hein, parce que pour 3 rotations sur l'Asie, vous en faisiez à peine une sur les Antilles ou sur l'Afrique occidentale. Bon. Donc, les prix étaient déjà beaucoup plus élevés, mais ils n'ont pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'ils étaient. Là où ça a beaucoup bougé, c'est sur l'axe Est-Ouest, particulièrement sur l'axe États-Unis, et également sur l'axe Asie-Europe. Mais à l'intérieur de cet axe, si on prend, focalisons-nous sur l'axe Asie-Europe, on s'aperçoit que le traitement par les compagnies des chargeurs a été très différent selon que les chargeurs avaient, avant la pandémie, des contrats avec eux ou n'en avaient pas. Les prix étaient descendus tellement bas. Attendez, on était à 700, 800 euros le container. Enfin, moi, je les donne en euros, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison de continuer à les donner en dollars. Donc, on a toujours fait nos prix en euros. La première année qu'on a fait ça, il y a des compagnies qui disaient « Ah, mais nous, on ne sait pas faire un prix en euros. » On m'a dit bah, « C'est désolant, vous ne saurez pas transporter nos machines. » Du coup, l'année d'après, ils ont su faire des prix en euros. Donc, nous, on paye tout en euros. Bon, déjà, on évite le risque de change. Et il n'y a pas de raison de faire autrement. Mais comme nos grands-pères déjà payaient en dollars, les prix sont restés pour beaucoup en dollars. Mais bref. Donc, 700 euros, c'était le prix qu'on pouvait avoir. Mais évidemment, si vous êtes en 2019, 2018, si vous êtes sur le marché spot, c'est-à-dire que vous achetez vos containers à la demande, bien sûr, ça vous permet de bénéficier des prix les plus bas quand ils sont bas. Mais forcément, quand les prix remontent, vous êtes les premiers impactés. Vous voyez ? Déjà. Bon. Donc, entre le prix qui est annoncé pour un chargeur qui fait un appel d'offres régulier, appel d'offres d'1 an, parce qu'au-delà d'1 an, bon, il y a des mécanismes qui font que ça ne me paraît pas intéressant, et il y en a très peu d'ailleurs qui font de d'1 an. Mais bref, des contrats d'1 an et des contrats spot, aujourd'hui, la différence de prix, elle est de quasiment 1 à 3. Je ne dis pas 300%, je dis de 1 à 3. Vous voyez ? Donc, ça vaut le coup d'avoir des contrats d'1 an. Évidemment, le gars qui était au spot et qui a fait, je vais dire des gros mots, je ne vais pas les dire, mais qui a serré le cou aux compagnies maritimes pendant longtemps, maintenant les compagnies maritimes leur disent mon garçon, maintenant, hop, tu vas payer. Et ils payent. Voilà. Et ça, alors pardon, juste une dernière chose, c'est qu'en fait, il y a entre la compagnie et le chargeur, il y a souvent un commissionnaire de transport. Et je le dis haut et fort, les commissionnaires de transport, en particulier néerlandais, ont joué un rôle de spéculateur extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils ont vu, parce que c'est des commerçants, hein, les Hollandais, pour prendre un Hollandais sur le prix, il faut être fort.
Mais donc, ils ont acheté des espaces aux compagnies maritimes à des taux qui étaient autour de 7 000 $. Et puis après, et comme ils ont tout serré, les prix sont montés jusqu'à 14 000. Donc ils ont fait des marges de fou. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder les résultats des compagnies hollandaises qui publient leurs résultats. Ils ne sont pas aussi bons que les compagnies maritimes, mais pas loin. Donc tout ce jeu, c'est effectivement un jeu de l'offre et de la demande, mais quand certains arrivent à boucler l'offre, les prix montent. Là, ils vont avoir beaucoup de bateaux, et puis ça va sûrement les gratter de redevenir le numéro 1, parce que les compagnies maritimes, ils veulent toujours être le numéro 1. Et donc, on va voir les prix qui vont recommencer à descendre. D'accord. Voilà. Jean-Michel, alors, le représentant des chargeurs, qu'en pensez-vous? Alors, c'est totalement vrai hein, ce qui vient d'être dit là. Il y a le marché spot, c'est-à-dire l'achat court terme, immédiat, et l'achat avec des contrats long terme. On a chez nous, au sein de l'association, pas mal de très grosses entreprises, et c'est vrai qu'ils ont une tendance à acheter en faisant du contrat long terme. Et c'est vrai qu'ils ont été moins touchés par cette variation de prix que des plus petits. Mais là où c'est dramatique, c'est que ce sont les plus petits qui pâtissent effectivement de ces augmentations tarifaires, puisque lorsque vous faites de l'import, vous êtes un distributeur, vous faites de l'import et que vous vendez des produits qui ne coûtent pas très cher, lorsque votre transport, qui représente une certaine part de vos coûts, explose et x8, et bien effectivement, soit vous vendez plus, soit vous transportez plus parce que ça vous coûte trop cher de transporter, et donc effectivement là c'est dramatique. Donc je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit, c'est que oui, il y a plusieurs types de contrats. Le maritime est extrêmement complexe. Ça nécessite vraiment d'avoir une connaissance vraiment générale du maritime pour contractualiser en maritime. Et si on va un peu plus loin, finalement, je me suis perdu. Parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui sont venus, mais... pendant que tu vas te retrouver, je vais dire aussi une autre chose. C'est que... Ah oui, tant qu'à faire. Mais il va se retrouver, c'est sûr, parce Oui. qu'il a une bonne girouette. Et donc, non, c'est pour parler d'un autre phénomène, parce que là, on a parlé pendant un jour et demi des nouvelles sources d'énergie. Mais il y a un phénomène qui se développe dans le monde maritime, c'est l'achat de pétrole virtuel. C'est-à-dire que moi, je prends un bateau avec du fuel bien lourd, bien polluant, mais la compagnie me dit, t'inquiète pas, j'achète ailleurs du biofuel, machin truc, avec des certificats de carbone, et donc, tu me payes un peu plus cher, parce que forcément, sinon ils ne le feraient pas, tu me payes un peu plus cher, et tu vas avoir un certificat bas carbone. Autrement dit... Sur le fioul lourd. Ah ben pas sur le... Toi, tu achètes un conteneur, Oui. Asie-Europe, bon, et on te dit, t'occupe pas de comment je le transporte, mais je te garantis qu'en Papoualand et en Zululand, j'achète du fuel pas cher, enfin du fuel décarboné, donc je te fais un certificat. Et c'est légal, hein, ça marche. Bon. C'est légal, c'est pas très moral quand même. Ah, attends, entre la légalité et la moralité, si on commence là-dessus, on en a pour 3 jours. Hein, bon, donc non, faut pas rêver. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est la compensation. C'est comme les compagnies aériennes qui te disent, vous volez avec moi, mais vous volez vert parce que je suis en train de planter des arbres en Nouvelle-Zélande. Oui. Ok, bon, bah, très bien, ils plantent des arbres. Comme je n'irai pas compter les arbres qu'ils ont plantés, Non. je suis tranquille. Tu vois, voilà. Et donc, les compagnies te disent, tu me donnes un peu plus d'argent, quelques centaines d'euros, non seulement je te donne le certificat, mais en plus, et là c'est important pour aujourd'hui, je te garantis de la place sur mon bateau. Voilà. Tu vois, donc si tu es un peu pressé et que tu n'as pas le poids nécessaire pour monter sur le bateau, avec un petit chouïa de plus, officiellement décarboné, tu montes sur le bateau. Voilà. Oui. Vous faites ça? Oh, pas lui, non. Alors, Oh non. Ah non, lui. Ah non, pas lui. moi, je représente des chargeurs. Bon, moi, je fais pas grand-chose. Donc, mais effectivement, ça m'a permis de rebondir un petit peu sur ce que je souhaitais dire tout à l'heure aussi, qui va
aussi dans ce sens-là, j'y reviendrai après, mais on parlait de prix court terme et de prix long terme. Et puis, on disait qu'il y avait une différence entre le court terme, le marché spot, et le marché à long terme. C'est vrai, sauf que les compagnies maritimes, justement, cherchent à faire se rejoindre ces deux courbes. Alors, chose qui n'est pas... qui ne se fait pas finalement, hein, puisque finalement il y a quand même pas mal de négociations qui se font, mais il y a plusieurs jeux des compagnies maritimes qui disent, ben voilà, soit on ne propose plus de solution à long terme, sauf à très long terme, et donc à très long terme à certains tarifs, ce qui fait que effectivement, comme on est dans l'incertitude, eh ben, il y en a certains qui peuvent se dire, ah bah tiens, c'est peut-être le bon plan de faire comme ça. Ceux qui ne connaissent pas bien le transport maritime, en fait, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué et qui nécessite vraiment de négocier chaque chose, comme François l'a dit tout à l'heure. Et effectivement, la tendance a été pour les compagnies maritimes de réduire les durées des contrats pour effectivement augmenter les tarifs, de proposer des très longs contrats pour effectivement encore augmenter les tarifs. Et tout ça, c'est effectivement une réflexion, du moment. Après, effectivement, avec ce qui se passe en Ukraine, vient aussi autre chose, c'est l'indépendance d'un point de vue aussi du fuel. Là, effectivement, on voit qu'il y a une augmentation du Brent, et donc effectivement tout ce qui est lié à la consommation du gasoil, etc., ben, ça augmente, et ça augmente pour le transport routier, comme vous l'avez dit, ça augmente, et de manière significative, ça augmente pour le maritime. Alors effectivement, ça a une incidence. Et tout à l'heure, on a parlé, pour refaire le lien un petit peu avec ce qu'on a vu, un petit peu les nouvelles énergies, etc., il y a quand même des questions qui vont se poser avec toutes ces nouvelles énergies qui vont arriver, ce mix d'énergie, c'est leur disponibilité. Et effectivement, est-ce que si on a fait le choix de telle énergie, de tel carburant, etc., est-ce que cette énergie sera effectivement disponible, et est-ce qu'on n'en sera pas dépendant si jamais il y a un conflit, etc. Donc ce sont des questions aussi qu'il faut avoir à l'esprit sur du long terme lorsqu'on parle de nouvelles énergies. Je rebondis juste sur le dernier point qu'a soulevé François sur le fait effectivement d'avoir des certificats, etc. Alors je ne parlerai pas de l'aérien, parce que je sais qu'il y a des réflexions sur le carburant SAF, là aussi, qui est assez important, mais pas suffisamment disponible. Et puis aujourd'hui, on ne maîtrise pas suffisamment bien pour dire effectivement ça marche comme ça à 100%, etc. Aujourd'hui, on achète des pourcentages de SAF. Donc effectivement, il y a un petit peu de ça, mais il y a quand même un esprit vertueux qui est quand même présent. Mais pour revenir sur le maritime, il y a des initiatives, si on veut parler d'amélioration des rendements sur le dégagement de CO2, etc. Il y a des initiatives, ne serait-ce que dernièrement, l'AUTF s'est associé à France Supply Chain pour créer une coalition de chargeurs. Une coalition de chargeurs qui se sont réunis. Alors aujourd'hui, c'est une quinzaine de chargeurs, mais il y en aura un peu plus, qui se sont réunis pour faire quoi ? Eh bien, pour lancer un appel d'offres au début d'une ligne entre la France et les États-Unis, une ligne maritime d'un porte-conteneurs qui transporterait 500 conteneurs et dont la propulsion principale serait la voile. Et donc, effectivement, là, on est sur des réflexions qui permettraient effectivement à des industries françaises, entre parenthèses, pourquoi pas, de se positionner sur des solutions comme ça, et de proposer effectivement aux chargeurs un service Europe-États-Unis
régulier, donc hebdomadaire, de 500 boîtes. Au départ, c'était une ligne, mais en fait, il y a eu tellement d'engouement qu'on a créé 2 lignes, une au nord de la France, une au sud de la France, pour aller vers les États-Unis. Et donc là, on a lancé un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres fin février, où on attendra les résultats avril-mai, hein, sur effectivement proposer un service de transport maritime avec une propulsion vélique principale. Et tu nous en reparleras quand ça sera fait. Il faut qu'on arrête. Un tout petit mot de conclusion, François. Alors, un petit mot, mais ça ne sera pas une conclusion, mais ce n'est pas grave. Pour dire qu'il y a aussi un phénomène que les compagnies maritimes doivent reprendre en compte, c'est ce qu'on appelle la théorie des marchés contestables. Pour les spécialistes de la microéconomie qui sont ici, c'est la théorie qui a été développée par messieurs Baumol, Pansart et Willy, notez. Et qui dit que dans un marché où il n'y a pas de coût d'entrée, pas de coût de sortie, ce qui est le cas du maritime, je peux louer mon bateau, je paye mon port, donc je n'ai pas de coût d'entrée, pas de coût de sortie. J'ai des coûts d'entrée, des coûts de location, mais je n'ai pas d'investissement grave à faire. Sur un marché comme ça, quand on est en situation d'oligopole, et donc de gens, de marché où il y a très peu d'acteurs, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, si l'oligopole décide de décoller son prix du prix de marché pour monter plus haut, il suscite une concurrence qui fait qu'à terme, il va se retrouver avec un prix qui est plus bas que le prix qu'il avait au départ. Autrement dit, il va être puni par sa mauvaise action. Et c'est exactement ce qui peut se produire. Quand vous voyez les marges que font aujourd'hui les compagnies maritimes, qui se comptent en milliards, voire en dizaines de milliards, et tant mieux pour eux d'un certain côté, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des sous, et Dieu sait s'il y a des sous sur la planète, puisqu'il y en a même qui sont prêts à vous prêter de l'argent avec des taux négatifs, hein, qui vont se dire, attends, moi, je vais monter ma compagnie maritime, et voilà, et je vais avoir un rendement exceptionnel. Et donc, il n'est pas impossible qu'à terme, ce mouvement de hausse très violent se traduise soit par une baisse qui peut être aussi très violente, soit par le fait que les compagnies vont s'apercevoir que s'ils veulent monter trop haut, ils risquent de descendre trop bas. Voilà. Eh bien, c'est une bonne conclusion. Et en fait, donc, on peut avoir espoir de payer plus normalement notre transport maritime. On peut avoir cet espoir-là, il faut le dire. Parfait. Merci, messieurs.